J'ai bossé des doubles journées pendant des semaines pour offrir un cadeau d'anniversaire à ma femme. Un vrai truc symbolique. Pas un bijou hors de prix, juste quelque chose qui comptait. Son frère l'a ouvert devant tout le monde et a lâché. Ce truc bon marché? T'as pas honte? Elle l'a pris, l'a jeté à la poubelle, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit: Ne me fais plus jamais honte comme ça. Ce soir-là, j'ai sorti les poubelles et j'ai laissé autre chose derrière moi. Mais avant de vous raconter comment tout ça a explosé, si vous venez tout juste de tomber sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Et cliquez sur j'aime si vous avez déjà eu l'impression d'être mis de côté, alors que vous aviez tout donné. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Parce que je me demande encore, est-ce que ce genre de trahison familiale, c'est un cas isolé? Ou est-ce que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense? Je m'appelle Marc, j'ai 41 ans, je suis technicien en système thermique à Béziers. Je répare des systèmes de ventilation dans des entrepôts et des vieux magasins. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures, et je suis douée dans ce que je fais. Je suis dans le métier depuis mes 20 ans. Je n'ai pas peur de travailler dur, de ramper dans des conduits métalliques en plein été, de finir la journée avec les ongles noirs. Le boulot ne me fait pas peur. Ma femme, Claire, et moi, on est mariés depuis 7 ans. Au début, ça roulait. On n'avait pas grand-chose, mais on avait assez. Elle était bibliothécaire à mi-temps quand on s'est rencontrés. Douce, discrète, toujours un livre sous le bras. Elle s'émerveillait pour de petits riens. Une bougie parfumée, une virée à la campagne, une trouvaille dans une brocante. Je croyais qu'on se comprenait. Mais tout a changé il y a 2 ans, quand son meilleur ami, Hugo, est revenu dans les parages. Il vivait dans le Nord depuis un moment où il faisait des coups immobiliers. Puis, après un projet raté, il est revenu dans la région. Il se la racontait avec ses chemises brillantes et son parfum qui coûtait sûrement plus que mon salaire journalier. Il passait de temps en temps, puis une fois par semaine, puis tout le temps. Et Claire? Claire changeait quand il était là. Elle riait plus fort, parlait plus aigu, devenait une autre. Elle qui aimait notre quotidien simple, elle s'est mise à dire des trucs comme « On mérite mieux que ça » ou « Hugo dit que les gens de notre âge ont déjà leur maison de rêve ». Hugo ne m'a jamais respectée. Il ne l'a jamais dit, mais tout était dans le ton. « Tu fais toujours tes petits dépannages de ventilo ?» Il disait ça comme si j'étais plombier amateur. Bref, l'anniversaire de Claire approchait. Je voulais marquer le coup. Elle avait repéré une montre couleur cuivre rose dans la vitrine d'une bijouterie au centre commercial. Je m'en souvenais. Pas un bijou de luxe, mais elle brillait et elle lui plaisait. 270 €. C'était beaucoup pour nous. Alors j'ai pris tous les créneaux possibles, les nuits, les week-ends, même le voyage annuel au lac avec mon frère. Je l'ai laissé tomber. Je voulais qu'elle soit surprise. Je l'ai acheté 3 jours avant. J'ai fait graver un message à l'intérieur. Le temps change tout. Monsieur. C'était sincère, ça venait du cœur. Le jour J, je suis rentrée pile à 18h15 comme prévu. Et là, c'était déjà la fête chez nous. Musique, verre, Hugo déjà là avec sa nouvelle copine. Une fille froide nommée Maude qui évitait toujours mon regard. Claire m'a à peine saluée. T'es en retard. Ce n'était pas vrai, mais j'ai rien dit. J'ai sorti le cadeau, emballé en bleu, et je le lui ai tendu. Elle l'a pris comme si je lui tendais un vieux torchon. Avant même qu'elle l'ouvre, Hugo l'a arraché de ses mains. Voyons ce que le Père Noël du chauffage nous a ramené. Il a ouvert le papier sans soin, a sorti la boîte, a vu la montre. Il a éclaté de rire. Ce truc bon marché? T'as pas honte, frérot? Il l'a balancé sur la table. Claire s'est approchée, a pris la boîte, a regardé la montre pendant 3 secondes. Puis elle est allée la jeter directement à la poubelle de la cuisine. Elle s'est retournée vers moi et m'a dit « Ne me refais jamais honte comme ça ». Je suis restée figée, comme si j'avais pris un coup de poing en plein ventre. Personne n'a bronché. Personne ne m'a défendu. Ils ont juste monté le son et continué à boire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai dormi sur le canapé, à fixer cette poubelle. À 2h du matin, je me suis levée, j'ai ouvert le couvercle, j'ai pris la montre, je l'ai nettoyée. Elle fonctionnait encore. Je l'ai retournée, lu l'inscription. Et là, j'ai eu une idée. J'ai sorti ma mallette de travail, j'ai attrapé ma mini-caméra d'inspection, celle que j'utilise pour les conduits. Elle est minuscule, détecte les mouvements et filme en haute définition.
J'en ai placé une derrière la fausse plante dans le coin du salon, une autre sur le haut du meuble de cuisine, et une dernière dans le couloir, toutes connectées à une appli sur mon téléphone. J'avais besoin de savoir, de confirmer ce que mon instinct criait. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai attendu. Et chaque nuit, je regardais. Ça a commencé par des détails. Hugo entrait quand j'étais au boulot. Il restait là, seul ou avec Claire. Il chuchotait, buvait du vin. Elle se mettait en robe moulante quand il était là. J'ai serré les dents. Jusqu'au soir où la caméra du couloir l'a filmé sortant de notre chambre. Seul. Les cheveux en bataille, la chemise mal remise. À partir de là, j'ai tout enregistré. Et j'ai commencé à sauvegarder les vidéos sur 2 clés USB. Puis, un soir, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. Hugo s'est approché de mon ordinateur portable. Il a essayé de deviner mon mot de passe. 5 tentatives. Et Claire était juste à côté. Elle souriait. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste une histoire de sexe. Il préparait m'aider quelque chose. Peut-être pour me voler. Peut-être pour me piéger. J'ai commandé un duplicateur de téléphone. Une fois, pendant qu'elle dormait, j'ai cloné son téléphone sur le mien. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Claire, j'en peux plus de ce mariage avec un mec sans ambition et les mains pleines de cambouis. Hugo, on y est presque. Laisse-le se planter tout seul. Claire, après mon anniversaire, il va sûrement me sortir une autre carte triste ou des fleurs de station-service. Il croyait m'avoir. Il n'avait aucune idée que je les regardais, que je sauvegardais tout. Alors j'ai commencé à déménager mes affaires. Petit à petit. Mes outils, mes papiers, les souvenirs de mon père. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, déplacé les fonds lentement, fermé la carte de crédit commune. Puis j'ai appelé mon cousin, Jérôme, policier dans un village voisin. Je lui ai tout montré. Les vidéos, les messages, les relevés. Il a regardé sans un mot. Puis il m'a dit « On peut monter un dossier ». Il m'a mis en contact avec un avocat. J'ai engagé une procédure de divorce. Mais je ne lui ai rien dit tout de suite. Parce que j'avais un dernier plan. J'ai attendu l'anniversaire suivant de Claire. Je lui ai offert une boîte. La même. Elle a levé les yeux au ciel. Encore une montre. Elle l'a ouverte. C'était la montre. La même. Celle du fond de la poubelle. Elle m'a regardée. Tu l'as ressortie de là ? J'ai souri. Quelque chose comme ça. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Jérôme est entré, suivi de 2 policiers en uniforme. Claire est restée figée. Une seconde plus tôt, elle me regardait avec supériorité. Et là, son visage a pâli. Jérôme s'est avancé, badge à la main. « Claire Élise Martin, vous êtes officiellement arrêtée. » Elle s'est levée d'un bond. « C'est quoi ce cirque ? Vous êtes visée par une enquête pour fraude, tentative de vol d'identité et association de malfaiteurs. » Elle a hurlé. « Tu fais ça à ta propre femme ?» Je n'ai pas répondu. À cet instant, Hugo est entré par la porte arrière avec un sac de burgers à la main. Il s'est figé. Jérôme s'est tourné vers lui. « Hugo Damien Dupont, vous êtes aussi arrêté ?» Hugo s'est mis à rire nerveusement. « Sérieusement ? Il nous piège ?» L'un des policiers a commencé à lire les chefs d'accusation. Hugo a voulu protester. Jérôme l'a arrêté net. « Ne bouge pas. » Hugo a levé les mains. Claire, elle, s'est effondrée sur le canapé. « J'ai pas voulu aller si loin, » a-t-elle murmuré. « Je voulais juste une vie meilleure. Tu ne comprends pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un d'épuisé, toujours sale. » Là, j'ai parlé. J'étais épuisée parce que je faisais des doubles journées pour toi, pour ça. J'ai pointé la montre encore posée sur ses genoux. Tu as craché dessus. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air honteuse. « Jérôme, » j'ai dit, « montre-lui la vidéo du 12 juin. » Il a sorti son téléphone, lancé l'extrait. Claire était là, sur le canapé en peignoir. Hugo sortait du couloir, torse nu. Il s'est assis, a embrassé son épaule. Elle a ri. Claire s'est détournée de l'écran. Hugo a serré les dents. « Tu nous as filmés sans notre consentement, c'est illégal. » Jérôme a levé un sourcil. « Pas dans une maison dont Marc est propriétaire. Caméra dans les pièces communes. Déclenchement par mouvement. C'est légal. » Hugo est devenu rouge vif. « Tu détruis ta vie pour ça ?» ?»« Non, j'ai dit. Vous l'avez détruite. Moi, je fais juste le ménage. » Claire a éclaté. J'en pouvais plus.
Tu m'amenais nulle part, tu portais toujours les mêmes bottes au resto. J'étais coincée. Hugo me comprenait. Même Hugo a semblé surpris qu'elle dise ça à voix haute. Je t'ai tout donné, j'ai dit. Et vous m'avez humiliée. Les agents ont menotté Hugo. Il n'a pas résisté, mais il a craché au sol près de mes pieds. Tu le paieras, monsieur Chaudière. Claire, elle, n'a pas été menottée. Elle pleurait. Pas bruyamment. Juste les larmes d'une personne qui comprend trop tard qu'elle s'est tiré une balle dans le pied. C'était pas censé aller aussi loin, a-t-elle dit. On voulait juste prendre un peu d'argent, de quoi recommencer ailleurs. Vous étiez presque arrivé, j'ai dit. Mais je regardais tout. Ils ont emmené Hugo en premier. Claire a suivi, tête baissée. La porte s'est refermée, et pour la première fois depuis plus d'1 an, la maison a retrouvé son silence. Mais ce n'était pas terminé. 2 jours plus tard, Jérôme m'a appelé. « Marc, il faut que tu passes au commissariat. » Il ne m'a rien dit de plus. J'ai pris la voiture. Il m'attendait dans le couloir avec un dossier dans les mains. Il avait l'air préoccupé. « Tu pensais que c'était juste ton mariage qui était en jeu, » il m'a dit. « Mais on a trouvé autre chose. » J'ai ouvert le dossier. 3 comptes bancaires. Aucun au nom de Claire ni de Hugo. Pas à Béziers. Tous reliés à des identités fictives, des signatures identiques, une boîte postale dans une petite ville voisine. On pense qu'il comptait te vider complètement, disparaître avec ton nom, ton fric, ton passé. J'ai senti mes jambes trembler. Ce n'était pas juste une liaison, c'était une évasion programmée. Un plan monté depuis plus d'1 an. Je n'ai rien dit. J'ai refermé le dossier. « Tu veux porter plainte à fond ?» m'a demandé Jérôme. J'ai demandé un peu de temps. Ce n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de tout détruire, brique par brique, pour qu'il ne puisse plus jamais reconstruire quoi que ce soit sur mon dos. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je repassais en boucle les souvenirs. Chaque dispute anodine, chaque changement d'humeur, chaque soirée entre copines, chaque fois où Hugo passait par hasard. Tout sonnait faux. Et le lendemain matin, pendant que je buvais un café en regardant le vide, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher. Mais j'ai répondu. « Monsieur Marc Vallier ?» Voix sérieuse. « Ton officiel. » Je suis Alain Dupuis, enquêteur à la cellule antifraude de la Banque centrale de Provence. Mon cœur s'est figé. Il a enchaîné. Quelqu'un avait tenté de transférer un vieux compte retraite à mon nom vers un compte offshore. Mais le transfert avait été bloqué à cause d'une signature suspecte. Le problème ? Je n'avais même pas connaissance de ce compte. C'était un vieux plan épargne-entreprise datant d'un job de 2009, jamais clôturé. Quelqu'un l'avait réactivé, pour moi, mais pas pour mon bien. On m'avait utilisé comme un fantôme administratif. Créé des comptes, établi des identités secondaires, et il comptait tout prendre sans se retourner. La boîte postale repérée par Jérôme, reliée à tout ça. Claire et Hugo n'étaient pas juste des traîtres de salon. Ils étaient devenus des architectes de vol d'identité. Je me suis souvenu d'un dîner, il y a 2 ans. Lasagne au four, Hugo un peu bourré, l'encens. Marc, c'est le genre de mec, tu le tiens avec une laisse, il fait le tour du pâté de maison sans poser de questions. Ils avaient tous ri. Moi aussi, pensant que c'était une blague. Ce soir-là, Claire avait posé une question bizarre. Si quelqu'un te volait ton identité, tu t'en rendrais compte au bout de combien de temps ? Je pensais que c'était juste une conversation. En réalité, c'était une répétition générale. J'ai raccroché. J'ai appelé Jérôme. Il m'a dit « On va faire appel aux experts financiers. Mais là, Marc, ça dépasse notre niveau. Ils ont tissé une toile bien plus grande qu'on pensait. »« Ça va bousiller mon crédit ?» ai-je demandé. Il a hésité. Ils ont essayé. « Mais on va réparer. Prépare-toi. » Les semaines suivantes ont été un enfer. J'ai dû verrouiller mes comptes, geler mes crédits, prouver que je n'avais jamais ouvert certains dossiers à mon nom. Et pendant que je comblais les trous, une nouvelle secousse a frappé. Claire et Hugo ont été libérés sous caution. C'est là que les appels ont commencé. Numéros masqués, messages vocaux. Claire en pleurs. « Marc, je savais pas que Hugo faisait tout ça. Il m'a manipulée. Je ne voulais pas te faire du mal. » Et Hugo ? Il a envoyé une lettre manuscrite. Tu crois avoir gagné ? T'as rien compris. Je fais ça depuis que tu réparais encore des radiateurs. T'as un coup. Moi j'en ai 100. Profite bien de ta baraque vide. J'ai transmis la lettre à Jérôme. Il m'a dit « Ça compte comme une menace.
On s'en servira au procès. Mais moi, j'étais déjà ailleurs. J'étais déjà passée à l'étape suivante. J'étais en train de leur fermer toutes les portes. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme nommée Céline Maréchal m'a contactée sur les réseaux. Je ne la connaissais pas. Mais son message m'a glacée. « Bonjour Marc, je crois qu'on doit parler. J'ai été avec Hugo, et je pense qu'il m'a fait la même chose qu'à toi. On s'est donné rendez-vous dans un petit café à la sortie de l'Odève. » Céline est arrivée avec un dossier sous le bras. Dedans, il y avait des relevés de compte, des captures d'écran de messages, même des copies de fausses licences d'entreprise. Hugo avait monté une société bidon de jardinage à son nom, emprunté de l'argent en utilisant son crédit, puis avait disparu dès qu'elle avait commencé à poser des questions. Elle avait tenté de porter plainte, mais sans preuve solide, rien n'avait tenu. Elle n'avait pas les enregistrements. Mais moi si. Ensemble, on est allé voir mon avocat. Ce qu'on avait entre les mains, c'était plus qu'une trahison intime. C'était un mode opératoire. On commençait à parler d'une affaire de type escroquerie en bande organisée, avec des fraudes répétées sur plusieurs années et dans plusieurs départements. Jérôme a été estomaqué. Si on trouve encore une seule autre victime avec des preuves, ça devient très très sérieux comme affaire. Alors j'ai commencé à chercher. D'anciennes compagnes de Hugo, la plupart m'ont ignoré ou bloqué. Mais une m'a répondu. Elle s'appelait Elisa. Son message était simple. J'attendais que quelqu'un d'autre parle. Je ne voulais juste pas être la première. Elle m'a raconté son histoire, identique. Hugo avait utilisé son nom pour louer 2 appartements à Montpellier. Il en avait vendu un discrètement, empochant l'argent. L'autre, il l'avait laissé vide. Elle s'était retrouvée avec les dettes. Elle n'avait jamais vraiment réussi à se relever. Avec 3 victimes, 3 schémas identiques, 3 faisceaux de preuves, on avait notre dossier. Mais je n'en avais pas fini. Pour moi, ce n'était plus juste une question d'exposer la trahison. C'était une mission. Faire en sorte qu'il ne puisse pas plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Le vrai coup de grâce, je l'ai porté quand toutes les victimes ont accepté de donner une déposition sous serment. Mon avocat a envoyé l'intégralité du dossier au procureur régional. 3 femmes, 3 escroqueries, un seul homme derrière. Jérôme m'a appelé une semaine plus tard. Marc. Ils ouvrent officiellement une enquête contre Hugo pour escroquerie en série. C'est monté au bureau du procureur général. Et si l'affaire passe au pénal, il risque 20 ans. Je suis restée dans mon camion, garé sur un parking, téléphone à l'oreille, sans bouger. Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, j'ai ressenti autre chose que de la colère ou de l'épuisement. J'ai ressenti du contrôle. Mais je n'avais pas terminé. Il me restait une dernière chose à dire à Claire. Une vérité qu'elle devait entendre. Pas pour la culpabiliser, pour qu'elle sache exactement ce qu'elle avait piétiné. Je lui ai envoyé un colis. À l'intérieur, la même montre rose, toujours en état de marche, toujours gravée. En dessous, une vieille photo, nous 3, à une terrasse de bistrot, quelques années plus tôt. Moi, Claire et Hugo. À l'époque où je croyais encore à la famille. Et au dos de cette photo, j'ai écrit « Tu avais du temps, tu l'as gaspillé ». Elle n'a jamais répondu, mais elle n'en avait pas besoin. Le jour où elle est entrée dans la salle d'audience, quelques semaines plus tard, son visage disait tout. Fatigué, vide, comme si elle venait enfin de comprendre l'ampleur du désastre. Hugo, lui, est entré en souriant, comme un joueur qui croit encore pouvoir gagner la partie. Il portait une veste cheap, façon avocat raté. Mais dès qu'il a vu Céline et Elisa assises à côté de moi, son sourire a vacillé. Leurs dépositions ont été lues à voix haute. Les vidéos ont été projetées. Les relevés bancaires affichés. Et puis, pièce par pièce, la vérité est tombée. Claire avait falsifié ma signature à 3 reprises. De petits montants, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Mais avec les créations de comptes, les tentatives de transfert, l'usurpation d'identité, l'affaire s'est emballée. L'accusation a demandé l'intervention des autorités nationales. L'escroquerie traversait les frontières administratives. L'identité des victimes aussi. Hugo a été condamné à 27 ans de prison, sans possibilité de libération avant au moins 20. Quand le juge a annoncé la peine, Hugo s'est levé d'un bond. « Vous savez pas à qui vous parlez. J'ai fait plus d'argent que tous ces minables réunis. Tout ça est truqué.
Les agents l'ont saisi. Il hurlait encore quand ils l'ont fait sortir. Claire a écopé de 5 ans de mise à l'épreuve, 2 ans d'assignation à résidence et d'un casier judiciaire pour fraude financière. Interdiction de quitter le pays, aucun accès au crédit, aucune embauche possible dans un poste de confiance. Pourquoi une peine plus légère? Parce qu'à la fin, elle a retourné sa veste. Elle a livré aux enquêteurs des preuves sur une autre escroquerie montée par Hugo avec 2 types de la région de Lyon. Mais ça n'a pas sauvé son honneur. Son nom était ruiné. Elle a perdu tous les emplois pour lesquels elle avait postulé. Aux dernières nouvelles, elle vivait chez sa mère dans une caravane à l'extérieur de Valréas. Elle m'a recontacté une fois. Une lettre. Elle disait qu'elle était perdue, qu'elle regrettait le passé, qu'elle repensait souvent à notre ancienne vie. Elle a demandé si je pourrais, un jour, lui pardonner. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas eu mon pardon. Mais elle a eu ce qu'elle méritait. Le temps. Chaque heure seule. Chaque candidature refusée. Chaque regard gêné au supermarché. Moi, de mon côté, j'ai reconstruit. Lentement. J'ai pris quelques semaines de congé. J'ai loué une petite maison à Saint-Geniès-de-Comolas. Tranquille. Entourée de silence. Je me suis mis au travail du bois. Un vieux rêve. Et j'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux. Des cafés, des balades. Juste des moments simples avec des gens vrais. Ça faisait du bien d'être regardée, comme une vraie personne. Le vrai moment de clôture est venu quelques mois après le procès. Elisa m'a appelée. Elle avait découvert un compte bancaire ouvert au nom d'une société écran liée à Hugo. À l'intérieur, 18 000 €. Elle ne voulait pas de cet argent. Je ne veux pas de son argent sale. Mais si on peut faire quelque chose de légal, alors pourquoi pas partager entre nous 3? Ceux qu'il a utilisés. On a vu un avocat. Il a confirmé que oui, on pouvait engager une procédure civile pour récupérer cette somme comme dédommagement. On l'a fait. On a gagné. J'ai utilisé ma part pour acheter un vieux pick-up Ford d'occasion. Rien d'extraordinaire. Mais payé comptant. Et à moi seul, aujourd'hui encore, je porte les mêmes bottes que celles dont Hugo se moquait. Je répare toujours des systèmes de chauffage dans des entrepôts sales. Je me nettoie les mains avec un chiffon plein de cambouis. Mais je marche plus droit. Parce que je sais qui je suis. Et surtout, parce que le savent aussi. Ils pensaient que j'étais le discret, le paillasson, l'idiot en bleu de travail. En réalité, j'étais celui qui tenait l'épreuve. Et quand le moment est venu, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé. J'ai juste laissé la vérité faire son travail. Et je les ai enterrés tous les 2. Alors si toi aussi, on t'a effacé après que tu aies tout donné. Si on t'a utilisé, trahi, puis jeté comme si tu ne comptais pas, ce récit est pour toi, pour ceux qu'on a laissés dans l'ombre alors qu'ils tenaient tout sur leurs épaules. Si ça t'a parlé, clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la plus grande force, c'est de se relever en silence et de reprendre toute sa place sans rien demander à personne.